je suis très heureux d'être parmi vous en cette fin de matinée. Comme vient de vous le dire notre président de séance, je suis un agronome de terrain et je vais vous demander une grande indulgence parce que j'ai la prétention de vous parler d'un essai d'une petite anthropologie nutritionnelle du lait et des produits laitiers. Il y a beaucoup de témérité à faire cela ce matin. Un petit mot sur le lait que j'associerai pendant quelques instants à l'œuf. Dans une perspective finaliste que j'assume totalement, ne peut-on pas penser que ce sont les seules véritables propositions nutritionnelles de la nature pour les animaux? C'est-à-dire les denrées dont on a la certitude que, ontologiquement, elles sont préparées pour être des aliments pour des animaux. Vous me rétorquerez peut-être que les fruits charnus et les fruits secs sont aussi des aliments. Et on sait, on peut le penser, que si un arbre génère des fruits charnus, c'est pour attirer des animaux qui vont les consommer, et les ayant consommés vont permettre la dissémination des graines. Donc il y a là aussi un intérêt particulier, mais ces fruits, peut-être, ne sont que des leurres pour les animaux, c'est-à-dire qu'ils les attirent, certes, mais peut-être de façon un peu perverse. Alors, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas, puisque le Programme national de nutrition santé nous recommande, et j'y participe, de consommer 5 fruits et légumes par jour, mais rien ne nous disait au début de la création que les fruits étaient réellement des animaux. Il existe aussi des graines, bien sûr, mais les graines, c'est avant tout pour la croissance du germe. Les tubercules, nous en consommons beaucoup, mais c'est pour la reprise de végétation de la plante, et les feuilles, c'est pour la photosynthèse. Bien sûr, tout ça peut être consommé, mais en quelque sorte, elles sont consommées par accident. Ce n'est pas ontologiquement des aliments. Quid de la viande? Alors la viande, finalement, ne serait-ce pas sa consommation qu'une barbarie? Il y a tout un courant religieux et philosophique qui pense ainsi. J'aurais voulu trouver, en hommage à mon ami Suresh Gokhale, que vous connaissez tous maintenant, puisqu'il a posé déjà beaucoup de questions, j'aurais voulu trouver des textes relatifs à l'hindouisme, je ne les ai pas trouvés, et je me suis contenté d'un texte qui a 2800 ans, et qui est une prophétie d'Isaïe pour la fin des temps. Que nous dit-il? Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Et donc ce texte très ancien, et qui compte aujourd'hui pour des milliards de personnes, eh bien ce texte nous montre que finalement, c'est pas un idéal que de consommer de la viande. Alors, les objections à considérer le lait et l'œuf comme des seuls aliments ontologiques pour l'animal, c'est que l'œuf, c'est bon pour l'embryon ou le poussin avant l'éclosion, et le lait, il est bon pour le jeune mammifère. Certes, mais vous serez sans doute d'accord avec moi, aujourd'hui, malgré mon âge qui commence à avancer, je me sens, et je me sais physiologiquement, beaucoup plus proche du nourrisson que j'ai été que d'un embryon de grain de blé ou d'un plant de pommes de terre. Si j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, certains contradicteurs, les ennemis du lait, nous disent « mais non, le lait c'est bien pour le nourrisson, c'est pas bon pour vous, arrêtez d'en consommer et mangez des graines ». Moi, si un jour je suis en face d'un militant du végétalisme, je lui dirais « certes, mais je ne suis pas un plant de végétal et je ne suis pas un grain de blé, et donc je considère toujours que le lait et l'œuf sont pour moi deux petites merveilles nutritionnelles. » S'agissant de l'œuf que je vais maintenant abandonner, je vous
renvoie à un très beau dossier INRA qui s'appelle l'œuf au trésor. Donc sur Internet, sur Google, vous tapez l'œuf au trésor et vous verrez apparaître un dossier sur l'œuf qui a été rédigé en partie par mes collègues d'AgroCampus Ouest. Donc je garde pour ma part une totale confiance dans le lait et l'œuf et je vais vous donner quelques exemples qui nous montrent à quel point, sur le plan nutritionnel, les adaptations sont extraordinaires. Mon premier exemple sera du registre digestif et il associera des convergences entre l'anatomie de la mamelle, les propriétés du lait et les capacités digestives du jeune. Je vais vous montrer combien, dans le couple vache-veau, les choses, pendant l'allaitement, se passent à merveille. La perspective sera d'une comparaison avec le couple jument-poulain. L'anatomie de la mamelle d'une vache, elle est volumineuse. Il y a une grande abondance de ce qu'on appelle le lait citernal. C'est-à-dire que la mamelle de la vache est capable, pendant quelques heures, de stocker des quantités considérables de lait. Le veau va consommer ce lait, et lui, il a une conjugaison entre ses capacités digestives spécifiques et les propriétés de coagulation du lait dont vous a parlé tout à l'heure Frédéric. C'est-à-dire, la vache stocke son lait, le veau consomme le lait qu'à quelques épisodes par jour, en grosse quantité, et ce lait coagule très bien dans son estomac et il reste un petit peu de temps, et c'est tellement vrai que son estomac s'appelle une caillette, et il a à ce moment-là la sécrétion d'enzymes spécifiques de coagulation. Quand j'étais un petit garçon, eh bien, autour de moi, il y avait des vaches, il y avait des juments, et ce qui me semblait très très mystérieux, c'est que la jument avait une toute petite mamelle, alors c'était un animal aussi gros qu'une vache, et que le poulain, il grandissait aussi vite qu'un veau, hein, malgré cette petite mamelle. Pourquoi? Eh bien, autre adaptation. Hein. La jument, pas de lait citernal, hein, très peu de capacité de coagulation, ce qui fait que le poulain, eh bien, au lieu de consommer 2 ou 3 fois par jour comme un veau, il va consommer très très régulièrement. S'ils insistent sur tout ça, c'est pour vous montrer les merveilles d'adaptation qu'il y a sur le plan physiologique entre la maman et son jeune. Et si j'ai insisté là-dessus, c'est parce que j'y reviendrai quand on reparlera du format. Un deuxième exemple du registre métabolique, j'insiste pas, c'est bien sûr, c'est un seul exemple, sa richesse en calcium. Mais on peut avoir quand même quelques mauvaises surprises, car il ne faut pas avoir des lunettes roses en permanence, hein, et se balader comme un ravi en pensant que vraiment le lait c'est la grande merveille du monde, qu'il n'y a pas de temps en temps des petits embêtements. Et certains vous diront même que la mamelle est un émonctoire. Qu'est-ce qu'un organe émonctoire? C'est un organe qui va évacuer éventuellement des toxines qu'il y a dans l'organisme. J'irai pas jusque-là, mais ce sont des recherches que j'ai moi-même poursuivies il y a quelques décennies. Eh bien, la mamelle, quelquefois, se trompe. La mamelle concentre l'iode, parce que le nourrisson a besoin de beaucoup d'iode pour le fonctionnement de sa thyroïde, mais quelquefois la mamelle se trompe, et au lieu de concentrer de l'iode, lorsqu'elle consomme une ration où il y a beaucoup, quand l'animal ou le sujet humain porteur de cette mamelle consomme beaucoup de choux, beaucoup de crucifères, beaucoup de thiocyanate, et bien ce thiocyanate, qui est un analogue de l'iode, va concurrencer l'iode dans la mamelle, et le lait va être très riche en ce produit qui est antithyroïdien, et hélas, il y aura des ennuis qui peuvent frapper le veau, et qui frappent aussi quelquefois le bébé, lorsque la maman, pour des raisons particulières, culturelles, de pauvreté, nous avons connu le cas en France il y a une trentaine d'années, consomme à l'excès des crucifères. On peut aussi citer, dans les petits inconvénients, une teneur en fer insuffisante, qui fait qu'un nourrisson qui ne consomme que du lait, eh bien, peut se retrouver carencé en fer
au bout de quelques temps. Je n'insiste pas. Le lait pour un sujet humain adulte, est-ce toujours satisfaisant? Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des contradicteurs qui voudraient cantonner le lait à l'enfant et qui s'opposent à la consommation de lait par des adultes et encore plus par des sujets âgés. Il ne faut pas, par mépris, éliminer d'un revers de main leurs objections. Que peut-on dire? Eh bien oui, effectivement, il y a ce fameux problème de la digestion du lactose, de la nécessité pour ce faire que le sujet sécrète une lactase, et quelquefois, donc, il est déficitaire en lactase. Et ça occasionne des fermentations du lactose qui, à ce moment-là, n'est plus digérée, et des désagréments digestifs. On connaît aussi le problème de l'intolérance à certaines protéines, et aussi, je reviens, la question du calcium, c'est une question récente, car par un grand paradoxe, certaines personnes nous disent que loin d'aider le sujet adulte à maintenir son squelette en bonne condition, la consommation de lait va être une occasion de générer de l'ostéoporose, si vous voulez. Donc, c'est une question. Les contradicteurs ne sont pas des scientifiques les plus renommés, et si vous souhaitez des approfondissements dans ce domaine, sachez que les meilleurs scientifiques de l'INRA, notamment Léon Guéguen, qui est un senior mais très très compétent, eh bien, sont en désaccord total avec cette idée. C'est pour ça que j'ai mis la question du calcium. Nous avons aussi depuis des millénaires des réponses adaptées et qui vont permettre, pardon, je vais un petit peu vite, qui vont permettre de s'affranchir des quelques difficultés que j'ai citées. Le problème du lactose, on sait le régler, vous le verrez comment. On sait l'éliminer aujourd'hui, aussi bien par des techniques traditionnelles dans le cadre du fromage, et on sait même par des technologies modernes, au niveau industriel, l'éliminer du lait liquide, qui à ce moment-là ne porte plus le nom de lait, mais permet les mêmes usages dans le petit déjeuner. On sait aussi s'affranchir des intolérances. Et si j'insiste sur tout ça, c'est que traditionnellement, on sait le faire. Si le lait ne s'est pas, et sa consommation ne s'est pas généralisée dans le monde entier, malgré toutes les vertus que Frédéric a présentées, et que je soutiens également, c'est que le lait, il est affecté d'une charge symbolique extrêmement considérable. Elle est souvent très positive, parce que le lait et les productrices de lait, les agriculteurs de lait, peuvent être carrément le ciment d'une société. On en reparlera, je pense, avec Jean Boutret. Et aussi, le lait évoque la pureté de l'enfance, d'où aussi, c'est un des éléments clés de notre séminaire, d'où aussi l'implication des femmes dans le lait, la sensibilité au lait qu'il y a chez la femme, parce qu'il y a un lien avec l'enfance qui est renforcé aussi. Jean-Pierre Poulain, sociologue de l'alimentation en France, a insisté là-dessus. C'est peut-être pas vrai dans toutes les cultures, mais la couleur blanche du lait évoque la pureté, évoque l'enfant, c'est très positif. Mais pourtant, il y a aussi de très grandes réticences culturelles dans la consommation de lait. Et pour quelles raisons? D'abord parce que le lait a une origine animale. Et dans une culture donnée, autant il est aisé d'innover sur le plan alimentaire en termes de végétal, et depuis l'époque où j'étais un petit garçon, j'ai vu apparaître sur les marchés français au moins une bonne dizaine de fruits, si vous voulez. Mais il est très difficile d'innover sur le plan de l'animal, parce qu'il y a quelque chose d'étrange, de proximité avec nous-mêmes, qui fait qu'on va avoir un petit peu de mal à s'adapter à des produits animaux nouveaux. Tout le monde le sait, et je suis heureux de savoir que nous avons quelques représentants de la République de Chine parmi nous, et donc en Chine, la tradition laitière n'est pas très forte. Nous avons la chance en France d'avoir un très grand romancier qui s'appelle François Cheng. Il est aujourd'hui académicien français.
il est arrivé de Chine à l'âge de 17 ans, dans les années 50. Et ce qu'il nous dit, dans un très beau livre qui s'appelle Le Dit de Tagny, nous dit, quand je suis arrivé en France, ça sentait le lait partout. C'était extrêmement étrange pour moi. C'était pas disgusting, mais c'était étrange, parce qu'en Chine, c'est pas l'odeur qui prévaut. Et je suis certain que lorsque vous faites une première visite dans un nouveau pays étranger pour vous, vous revenez avec l'odeur emblématique du pays. Le curry en Inde et au Pakistan, hein. D'autres odeurs que je ne saurais pas nommer au Maroc, que j'ai visité pour la première fois il y a 15 jours, si vous voulez, il y a des odeurs puissantes. Et lui, il était très surpris, parce que le lait, c'était, pour lui, jeune chinois, quelque chose d'un petit peu étrange. Et par ailleurs, le lait, il a une origine sécrétoire. Le fait que nous sommes tous ici, probablement très convaincus des bienfaits du lait, nous sommes dans le monde du lait, en quelque sorte, mais il faut bien se rendre compte que le lait étant sécrété par une glande qui appartient à la sphère génitale de l'animal, tout ça va entraîner des réserves culturelles qui peuvent être extrêmement fortes. Et pour terminer, ce lait, on va l'obtenir par un geste singulier qui s'appelle la traite et qui aussi peut évoquer chez certaines personnes des réticences extrêmement puissantes. On peut aller jusqu'à considérer que c'est un geste inconvenant, voire un geste obscène. Et je voudrais témoigner d'une anecdote qui m'est survenue personnellement, il y a une vingtaine d'années, en Côte d'Ivoire, au plein cœur du pays baoulé. Le peuple baoulé est un peuple de cultivateurs, très loin des réalités de l'élevage. Et nous étions ensemble à un banquet de mariage dans un centre de formation professionnelle orienté sur l'élevage, notamment sur l'élevage laitier, la transformation du lait. Et en face de moi, il y avait un monsieur âgé, plein de dignité, un doyen, comme on dit, et il ne parlait pas le français, ce qui est assez inusuel, et qui montre que ce monsieur était peu sorti de son village. On lui présente du fromage que nous fabriquions. Il dit qu'est-ce que c'est? On me traduisait bien sûr tout ça. Il dit mais c'est du fromage, c'est fait avec du lait. Et il dit ah bon? Parce que les blancs traient les vaches. Et il y voyait quelque chose de un petit peu choquant. Hein. Peut-être parce que dans son esprit, c'était le propre de personnes quelque peu indignes, en fait. Et on dit, oui, oui, les blancs traient les vaches. Et il m'a regardé, c'était le convive qui me faisait face, avec un peu de désapprobation. Il se ravise, il dit, mais est-ce que les blancs traient les chèvres? Et on dit, oui, 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 les blancs traient les chèvres, et là, dans cette assiette, va arriver du fromage fait avec du lait de chèvre. Et là, je voyais qu'il était presque choqué, ma présence était difficile à supporter pour lui. Il dit, mais est-ce que les blancs traient les truies? On dit, non, les blancs ne traient pas les truies. Visiblement, ça l'a rassuré, hein, et il a consenti à terminer son repas en face de moi. C'était intéressant, ça m'a vraiment passionné, parce qu'en plus, il nous donnait une hiérarchie de la vision qu'il avait des animaux. Hein. C'est-à-dire, il y avait la vache, il y avait la chèvre au-dessous, et il y avait la truie encore au-dessous. Et il était baoulé, il n'était pas sorti beaucoup de son village. C'est une hiérarchie qu'on retrouve pratiquement dans le monde entier, puisque le porc est exclu de toute une partie de l'humanité, comme vous le savez. Hein. Et donc, ce geste singulier peut être aussi un facteur de réticence. Et pour terminer, le lait est souvent proposé aux consommateurs sous forme de produits fermentés. Pourquoi? Bien, on va même insister, on a déjà commencé là-dessus, parce que la fermentation est parfaitement adaptée, comme vous l'a dit Frédéric, à la matière première lait. Il y a des fermentations spontanées, c'est très fragile, et nos ancêtres, au fil des millénaires, ont réussi à maîtriser tout ça et à nous proposer des produits fermentés, mais le fermenté, c'est pas ordinaire. C'est aussi très 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 singulier, et je reprendrai le triangle culinaire bien connu de Claude Lévi-Strauss, donc le célèbre philosophe et anthropologue français,
qui s'est énormément intéressé à la signification des cultures culinaires. Et dans son triangle, il y a le cru, le cuit, et il n'y a pas le fermenté. Il l'appelait le pourri. Vous voyez, et il y a un discrédit dans la bouche de cet illustre monsieur. Et d'ailleurs, ce n'est pas la figure originelle, c'est quelqu'un qui dessous a mis le fermenté, mais il y a une association d'idées entre le pourri et le fermenté. Mais quelqu'un qui consomme des choses pourries, on pense qu'il a une petite fêlure mentale. Et il y a une célèbre romancière belge qui s'appelle Nathalie Nothomb, et qui ne s'est pas vantée, mais qui a fait état de sa consommation personnelle de fruits pourris. Eh bien, ça n'a pas accru, je dirais, la notoriété pour sa santé mentale. Elle est un petit peu spèce par ailleurs, ceux qui la connaissent, et même dans son vêtement. Mais donc on dit, mais Nathalie Nothomb mange des fruits pourris. Si j'avais été là, j'aurais dit, mais moi je mange tous les matins du lait pourri. Ah bon, ça s'appelle du fromage. Mais vous voyez, ce vocable dépréciateur pèse beaucoup. C'est très embarrassant. Le fermenté, il est très lié à une culture. Et hors de cette culture, il exprime presque toujours une détérioration définitive de la denrée. Donc il y a des civilisations où on fermente telle denrée et pas telle autre. Et il est très difficile de faire des échanges interculturels sans éducation. Le fermenté, lorsqu'on ne le connaît pas, il indispose, il suscite un peu le disgust. Donc, si je l'ai mis en italique, c'est parce que c'est un mot anglais, bien sûr, et je fais référence aux travaux de Paul Rosine, qui est un formidable sociologue de l'alimentation, et qui a fait bien la différence dans les rejets alimentaires entre le distaste et le disgust. Le distaste, c'est j'aime pas, c'est amer. J'aime pas les endives, c'est amer. J'aime pas la bière, c'est amer. Mais j'ai rien contre. Ça ne me gêne pas, ça ne m'indispose pas, et surtout, j'ai rien contre les gens qui boivent de la bière ou mangent des endives. Mais quelqu'un qui consomme le répugnant pour soi, cette personne-là, tout doucement, on va avoir quelques réserves à son propos, voire un peu de mépris. Et pour le fromage, c'est en quelque sorte la double peine, parce qu'il a une origine animale, et en quelque sorte, mais parce que ce matin même, j'ai mis des guillemets, parce que je savais que si j'en mettais pas, j'allais m'affronter à Sylvie dans une bagarre qui serait bien sûr purement verbale, mais qui m'aurait mis mal à l'aise. Donc c'est pas du lait pourri, mais en Afrique, on dit que c'est du lait pourri, le fromage, et ça n'est pas sans embarras. Et il y a donc une nécessité d'une éducation au goût. Donc il y a une nécessité d'une éducation au goût pour le fromage, mais il ne faut pas entretenir trop de soucis, parce que cette nécessité d'éducation, elle est aussi très forte pour certains fruits. Donc, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints ce matin par un de mes amis indonésiens. En Indonésie, on consomme du durian, que vous connaissez, il n'est pas uniquement en Indonésie. Eh bien, c'est un fruit dont le premier abord est extrêmement difficile pour un Français, parce que, bon, il sent tout simplement le poireau pourri, ou l'oignon pourri. C'est presque ce qu'il y a de pire à affronter. Mais c'est le régal des Indonésiens, mais il y a une éducation nutritionnelle. C'est la même chose pour les huîtres crues, si vous voulez. Combien d'Africains m'ont témoigné que lors des invitations au moment de Noël, lorsque dans une famille française, on leur disait « on va te présenter un régal absolu », on lui présente des huîtres crues, et au pire, quand on met du citron dessus, ça bouge. Bon, bien sûr, c'est une gêne extrêmement considérable. Merci au Vietnam d'être présent parmi nous. Le nuoc mam, c'est un hydrolysat de poisson, et dans sa préparation, eh bien, il y a des flaveurs qui peuvent être émises et qui vont nous gêner. C'est tout aussi vrai pour le vin. Alors, je crains, mais vous ne l'auriez pas dit, mais par devers vous vous serez dit, bon, bien sûr, le Vietnam, c'est formidable, mais c'est très loin. Ces gens sont très différents de nous. L'Indonésie aussi. Donc finalement, c'est affaire d'étrangers. Mettez un grand E si vous voulez, plus près de chez nous.
eh bien, les Suédois, gens parfaitement proches de nous et très civilisés, consomment un produit qui est le hareng fermenté, qu'on appelle le surströmming, et qui est très particulier. Et pour terminer, savez-vous qu'au Groenland, on tue des petits oiseaux, avec les plumes, avec tout, on les met dans un récipient, voire une peau de phoque, on ficelle tout ça, ça fermente, et on se régale de ces cadavres fermentés quelques mois après. Donc il faut une éducation nutritionnelle. Mais c'est un paradoxe, cette éducation nutritionnelle. Parce que quand il y a succès, c'est une possibilité de donner au fromage une position haut de gamme. C'est-à-dire que si je suis un Français et je montre que j'apprécie le durian, tu as voyagé, tu connais la culture, j'ai franchi un obstacle. Et pour certains, franchir l'obstacle de consommer des fromages qui puent, eh bien, c'est aussi le signe d'une grande culture, d'avoir beaucoup voyagé. Et donc, je vous le dis, pour l'avoir vécu, c'est une belle opportunité de forte valeur ajoutée. Quelquefois, j'ai terminé. Quelquefois, on ne peut pas passer par l'éducation nutritionnelle, mais on peut se rassurer. Parce qu'on peut proposer aussi des produits qui éloignent de la vache, de la glande mammaire et de la traite, si vous voulez. Ce sont des produits qui sont beaucoup plus neutres, et beaucoup de gens consomment de la poudre de lait et ne savent pas vraiment d'où ça vient. Il y a aussi tous les processed cheeses, si vous voulez, qui sont aussi assez éloignés, et j'ai la certitude que mon doyen Baoulé, qui était très surpris par ce fromage, consommait régulièrement de la vache qui rit, mais il ne faisait pas de lien avec la vache. Et il y a aussi toutes les confiseries et les pâtisseries qui permettent de consommer du lait sans référence à ce qui pourrait être choquant. Donc le lait et les produits laitiers, bien c'est une formidable valeur nutritionnelle. C'est une charte symbolique puissante. C'est une grande plasticité technologique. Ce sont des produits agréables à consommer, des opportunités interculturelles exceptionnelles. Donc vive le lait, vive tous les fromages, vive toutes les rencontres. Merci pour votre attention et rendez-vous jeudi à la